Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue humain. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas. C'est Indiana Jones avec un clavier d'ordinateur et on va discuter ensemble de fake news. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Bonjour, ça va, ça va, ça va. Bienvenue sur Dialogue humain. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te sens maintenant? C'est une sensation un peu bizarre cette année 2024. Il y a à la fois plein de choses qui se passent et en même temps, il y a beaucoup d'échéances importantes au niveau électoral et ça déclenche souvent de la créativité chez tous ceux que j'observe, moi, depuis 10 ans, dans l'univers de la désinformation et Mmh. donc on va voir ce qui nous réserve cette année, quoi. Donc à la fois un peu d'appréhension, un peu de curiosité, et puis voilà, quoi. Mmh. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. On va parler de tout ça de tout à l'heure. Avant ça, qu'est-ce que tu as pris au petit déjeuner? Ce matin, du tout simplement des tartines et du café, quoi, vraiment simple. Bon, on a eu le même petit déj alors. La première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Voilà, comment tu souhaites te présenter à l'audience? Ben, moi, je suis journaliste, je suis réalisateur de documentaires, je suis un journaliste un peu bizarre qui s'intéresse aux questions de désinformation. Donc je m'intéresse pas tant, aux choses vraies qui nous posent des problèmes, je m'intéresse plutôt aux choses fausses qu'on prétend comme vraies et qui foutent un peu le bazar partout. Et d'une manière générale, moi, je m'intéresse à ce que l tout ce qui perturbe, l'humain en utilisant de la technologie. Donc Mmh. comment est-ce que les progrès, technologiques perturbent, nos vieilles habitudes d'être humain et Mmh. disruptent, hein, c'est le mot-clé dans la tech, Oui. disruptent un peu nos univers, quoi. Voilà, moi j'essaie d'observer tout ça et Mmh. de trouver des parades, quand il faut trouver des parades. Mmh. Thomas, tu dis souvent que tu essayes de vider la mer à la petite cuillère. Tu nous expliques? Ouais, moi effectivement, je suis un journaliste un peu bizarre qui essaie de lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui la désinformation. Il y a 10 ans, on appelait ça Mmh. théorie du complot, on peut appeler ça les fake news. Enfin, c'est grosso modo le fait que circulent dans l'espace informationnel tout Mmh. un tas de choses qui sont pas vraies, volontairement fabriquées ou pas. Et, et quand on travaille dans cet univers-là, on a un peu l'impression d'être, ouais, un peu comme Don Quichotte, face à des moulins à vent, d'être, face à effectivement essayer de vider la mer à la petite cuillère parce on essaye nous de répondre à des mensonges et ces Mmh. mensonges sont à la fois tellement nombreux et surtout tellement, mis en avant par les techniques, numériques, que nous utilisons pour nous informer et bien que ça crée une sensation où on est un peu désemparé face à tout ça Oui. et donc effectivement, moi, j'ai souvent l'impression d'être un peu seul dans ce combat-là et dans ce Mmh. combat-là, d'être, face à des trucs qui nous dépassent de très largement, quoi. Mmh. Donc d'où cette image, ouais, d'essayer de vider la mer à la petite cuillère, ou ouais, c'est le Don Quichotte aussi, ça marche aussi, hein. Ouais. En tout cas, c'est des images marquantes qui m'avaient marqué aussi, le 26 octobre dernier en conférence, au Radôme à la Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou, en Bretagne. Tu nous as parlé d'une ballerine et tu as posé cette question: «Dans quel sens voyez-vous la danseuse tourner?» Qui était cette danseuse? Tu peux nous parler de cette, Bah, image? c'est une expérience qui est souvent faite en neurosciences et en psychologie sociale pour Mmh. montrer le fait que, hem, la notion même de réalité, elle est, finalement assez fluctuante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. on projette sur un écran, une image en 2 dimensions, une image d'une danseuse qui danse sur elle-même, une ballerine Mmh. et en fait, le cerveau humain, interprète cette image pour lui donner une forme de réalité. En gros, cette ballerine, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en fonction de ce que votre cerveau va vous
montrer. Donc quelque part, comment votre cerveau va vous influencer dans votre perception des choses. Et donc c'est un espèce d'exercice pour se rendre compte que, quand on est une trentaine dans une salle, et ben, on est 15 à voir la danseuse tourner dans un sens et 15 à la voir tourner dans l'autre, alors qu'on est dans la même salle et Je qu'on regarde la confirme. même image. Oui. Donc c'est une manière de se mettre un peu en perspective sur, le fait que, bah, plus souvent qu'on ne le croit, nos cerveaux influencent nos réalités, contrairement à l'idée un peu que, ouais, le cerveau serait quelque chose de très rationnel, qui nous Mmh. montrerait la vérité et qu'il y aurait à côté de cela, tout un tas d'autres choses. Mais, ce qui est plus vrai, c'est que, tout ça se mélange un peu dans nos cerveaux et que c'est pour ça que c'est si facile d'ailleurs un peu de Mmh. nous dire n'importe quoi. Très clair. C'est quoi la définition de la désinformation, finalement? Comment tu définis ça? La désinformation, c'est un ensemble de choses, Mmh. qui font que, on va faire cohabiter dans l'information des choses vraies et des Mmh. choses fausses. Et le phénomène de désinformation, il est un peu, observé comme un objet seul, depuis quelques années parce qu'on se rend compte que, en gros, pendant longtemps, les êtres humains ont pensé qu'ils partageaient la vérité. Sauf qu'on partage pas vraiment la vérité, on partage des interprétations, Mmh. différentes en fonction de nos cultures, de nos croyances, de ce que nous sommes, et en fait, ce qu'on partage sont plutôt les faits. Et depuis une vingtaine d'années, ce système qui permettait, bon an, mal an, aux démocraties, de fonctionner en partageant un point de départ et en l'interprétant en fonction de nos convictions, eh bien, il est mis à mal par notre Mmh. nouvelle manière de nous informer. Maintenant, on s'informe de plus en plus par des outils numériques et si ça a des tas de vertus, ça a un certain nombre de défauts, Mmh. notamment le fait que, dans l'espace numérique, on vit un peu tous dans des réalités parallèles. Mmh. Et donc là, ce nouveau phénomène où on s'informe de manière différente, où circulent des choses qui ne sont absolument pas vérifiées et où on crée, de manière un peu artificielle, une forme d'horizontalité entre les utilisateurs, heu, qui est, encore une fois, assez artificielle en réalité, eh Mmh. bien, on a modifié la manière dont les citoyens accédaient à la réalité, leur manière de s'informer et Mmh. en modifiant tout ça, eh bien, en réalité, on a, fractionné la société de manière très importante. Et là où la promesse d'internet, de nous relier tous et d'être un puits de connaissances avait quelque chose de magique, bah, le résultat, il est, plus difficile à accepter, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Et on Mmh. a aujourd'hui, des sociétés qui se fragmentent, la qualité de l'information qui baisse de manière, assez sensible dans tout un tas d'espaces où les gens vont beaucoup s'informer. Je pense aux réseaux sociaux, bien entendu. Et et donc on a un phénomène, qui est, à la fois l'infobésité, c'est-à-dire la multiplication d'informations dans tous les sens qui fait qu'on est perdu. L'infodémie, ça, c'est plutôt le côté, fausse information qui circule partout. Bah, ça crée les conditions d'un truc qu'on pourrait qualifier de post-vérité, qui est pas tant le Mmh. fait qu'avant c'était vrai et qu'aujourd'hui ça l'est plus, mais que, là où avant on arrivait à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, bah, aujourd'hui on n'y arrive Mmh. plus du tout. Et donc, ça crée bizarrement les conditions d'un monde où on est beaucoup plus renfermé sur nous-mêmes, alors Mmh. que c'était pas exactement la promesse d'internet. Donc la Ouais. désinformation, c'est un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui où, Mmh. bah, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, mais on sait plus trop faire le tri. Il y a tellement de choses qu'on n'a plus le temps et à la fin, on vit tous dans une espèce de fatigue informationnelle où, d'où il est très difficile de s'extraire et qui Oui. fait que, bah, ça vient encore plus, rendre difficile le dialogue public et les questions, le «règlement» entre guillemets des questions de société. Mmh. Alors, je sais aussi que tu es professeur à Sciences Po Paris et que, voilà, tu as différents programmes d'éveil
à l'esprit critique pour aider les jeunes à, voilà, à muscler leur esprit critique, à devenir des citoyens éclairés. C'est quelque chose qu'on partage d'ailleurs. Je suis prof de philosophie de la technique et donc je travaille sur ces aspects pour éveiller cette conscience en tout cas et donc ça me parle beaucoup. Donc on pourrait parler de philosophie aussi, potentiellement de la pensée, autour de ce qu'on appelle la post-vérité. C'est quelque chose qui me passionne aussi, mais avant ça, j'ai envie de te demander, c'est qui Dunning et Kruger? Est-ce que tu C'est peux 2 nous en parler? chercheurs américains qui ont théorisé, un truc qui est devenu assez massif dans les sociétés modernes, en particulier du fait de notre manière d'accéder à la connaissance et Mmh. d'accéder à l'information. Dunning et Kruger, donc ces 2 chercheurs en psychologie sociale qui ont théorisé, l'ultracrépidarianisme, c'est-à-dire le Waouh. fait qu'on quand on s'intéresse à un sujet, on surestime bien souvent notre compétence dans ce sujet, Mmh. et avec pour conséquence, bah, qu'on va parler de choses qu'on croit maîtriser, mais qu'on maîtrise pas du tout. Et donc ces 2 chercheurs, ils ont théorisé un peu ça avec un schéma sur lequel on pourrait dire que quand on s'intéresse à un sujet, on gravit la montagne de la stupidité, parce qu'on monte comme ça très, très haut, sur Mmh. une espèce de surestimation de notre connaissance réelle et de notre confiance en nous. Si on continue à travailler, on redescend dans la vallée de l'humilité, on se rend compte qu'on n'a rien compris, mais c'est très rare qu'on dépasse cette espèce d'effet d'hébétement, de béatitude, un peu de satisfaction de soi, de croire avoir Mmh. compris quelque chose qu'en fait on maîtrise pas du tout. Mmh. Et à force de travail, on arrive bien souvent sur le plateau de la consolidation. Ces chercheurs, en fait, ils ont théorisé ça en découvrant un fait divers d'un mec qui braque des banques à visage découvert et qui comprend pas pourquoi on l'arrête. Cet homme, en fait, se recouvrait le visage de jus de citron. Il Waouh. pensait du coup maîtriser le concept de l'encre invisible. L'encre Mmh. invisible qui nous servait à envoyer des mots d'amour il y a quelques années encore. Eh bien lui, il pensait maîtriser ça et il pensait être capable du coup de se dissimuler, à la fois aux Ouais. yeux des autres et aux yeux des autorités quand il perpétrait des braquages. Et les Mmh. chercheurs découvrent ce truc, ils disent: «Mais, c'est technique là quand même là, c'est comment est-ce qu'on fait pour être aussi bête?» Et donc ils réfléchissent, ils arrivent à théoriser cet effet Dunning-Kruger, Mmh. qui est devenu, une manière, d'expliquer le fait que des gens qui ne comprennent rien à une histoire puissent en parler de manière aussi péremptoire et pendant aussi longtemps. Heu Mmh. et c'est un phénomène qui est vrai chez tous les hommes et à toutes les époques de l'histoire de l'humanité, mais qui, à l'heure des réseaux sociaux, prend un autre ampleur parce que, Mmh. et bah, ces espèces de demi-sachants qui ne comprennent rien en réalité au truc dont ils parlent, mais ils trouvent devant eux des gens qui ne savent rien de ce dont ils parlent et qui sont donc ébahis par la Ouais. puissance de l'analyse de ces demi-sachants qui, en fait, n'ont rien compris. Donc on a donc des gens qui n'ont rien compris à une histoire, Mmh. qui l'expliquent à des gens qui ont encore moins compris, mais qui vont les écouter. Donc ils vont Et les là écouter, se ouais. crée un autre phénomène qui est le phénomène des algorithmes, hein, qui Mmh. va, plutôt donner de l'audience et du poids à ces discours, grandignolesques, Mmh. qu'à des discours très sérieux. Bah, parce qu'ils captent mieux nos attentions, quoi, et que, Oui. ces formules-là, elles sont là pour capter nos attentions et donc ça crée un espèce d'effet boule de neige, improbable, où, non seulement les mensonges circulent plus vite que les vérités, mais pire, 6 fois plus vite, c'est ceux ça, qui y Thomas? sont exposés sont Ouais. persuadés d'avoir compris un truc qu'ils maîtrisent pas du tout. Ouais. Avec toi, j'ai appris que c'était une fake news circulait 6 fois plus vite qu'une véritable info? Ouais, il y a c'est un chiffre qui commence à dater un petit peu, mais le Mmh. problème dans cet univers, c'est qu'on a peu de science. Donc on se repose souvent sur, des études, qui ont Ouais. été faites et qui ont permis de comprendre un certain nombre de choses, mais c'est une étude qui dit 2 choses, qui dit la première, qui vient de l'université de Warwick et de Pennsylvanie pendant la campagne de 2016 aux États-Unis, pendant les élections américaines. Ils ont mesuré la propagation des rumeurs sur Twitter et donc ils mesurent, ils prennent une info qui
qui est une rumeur, mais qui va s'avérer vraie, et une info Mmh. qui va s'avérer fausse. Donc en gros, une vraie news et une fake news. Mmh. Et pour arriver à démontrer qu'une rumeur est vraie, il faut 2 heures. Waouh! Ce qui est déjà du travail, mais grosso modo, Ouais. il faut 2 heures parce que démontrer que quelque chose est vrai, bah, c'est possible. Mmh. Pour démontrer que quelque chose est faux, il faut 14 heures. Parce que c'est pas D'accord. possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas, n'existe pas. Et donc, il y a un temps de travail qui est dingue pour déconstruire un mensonge, qui est bien supérieur à celui qu'il Mmh. faut pour déconstruire une vérité. Donc, la première chose, c'est que le mensonge circule en moyenne 14 heures quand la vérité circule 2 heures. Donc, enfin, quand quelque chose de mensonger va circuler 14 heures avant qu'on le découvre, la vérité va être découverte comme telle au bout de 2 heures. Donc, ça veut dire Mmh. il y a déjà une immense différence entre les deux. Et la deuxième chose, c'est que vu que ce message circule plus longtemps, que souvent il est plus attrayant, eh bien, il va titiller plus les formules mathématiques qui vont, et là, Mmh. ces mêmes chercheurs le mesurent, calculer l'audience de ces messages mensongers. Et l'audience de ces messages mensongers, elle est 6 fois plus importante à la fin de la course que celle des messages véridiques. Donc, Mmh. on est sur un truc où effectivement ça circule à la fois 6 fois plus fort et pendant 6 fois plus longtemps. Oui. Et donc, du Mmh. coup, ça crée une surreprésentation du mensonge contre laquelle il devient très difficile de lutter, quoi. Mmh. Ouais, donc c'est très difficile de pouvoir lutter contre ça et notamment ça se passe sur les réseaux sociaux. Un réseau social pour toi, c'est plutôt un tuyau ou c'est plutôt un média selon toi? Bah, c'est une controverse qui est pas tranchée. Mmh. Et les avis là-dessus sont d'ailleurs assez tranchés. C'est qu'il y a ceux qui pensent vraiment qu'il s'agit de tuyaux et donc Mmh. sont des agrégateurs de contenu quelque part, mais qui n'ont pas de responsabilité éditoriale. Hem, il y a même des chercheurs, hein, sérieux, hein, qui pensent ça. Il y en a vraiment. Mmh. Moi, Oui, oui, oui. personnellement, ça me sidère un peu, mais mais je pense surtout c'est ne pas vouloir voir, l'éléphant rose dans la pièce, quoi. Mmh. Moi, je crois que ce sont des médias, que les réseaux sociaux, les plateformes de partage en direct de vidéos sont des réseaux so sont des médias pour 3 raisons assez simples. La première, c'est est-ce que, ils éditorialisent le contenu? Ça veut dire qu'est-ce que ce que tu vois toi et ce que je vois moi, c'est la même chose? Bah, non. Donc ils éditorialisent le contenu. Est-ce qu'ils hiérarchisent l'information? C'est-à-dire qu'est-ce que ce que tu vois en premier, c'est la même chose que ce que moi je vois en premier. Bah, non. De la même manière qu'ils éditorialisent le contenu, ils hiérarchisent l'information. Est-ce qu'ils Mmh. diffusent de l'information? Bah, oui, on l'a déjà dit. Et enfin, est-ce qu'ils gagnent de l'argent en faisant ces 3 premières opérations? Bah, la réponse est oui. Et donc à partir du moment où quelqu'un, éditorialise, hiérarchise, diffuse de l'information et qu'en faisant cela, il gagne de l'argent, je suis peut-être débile, hein, mais il me semble que c'est pas un plombier, c'est un média. Ça y Pour ressemble reprendre effectivement, ouais. la métaphore du tuyau. Mais donc je crois qu'il Ouais. faut qu'on comprenne ça et qu'on Mmh. comprenne très, très vite parce que, en réalité, de ne pas avoir réglé le problème Ouais. de la dérégulation du marché de l'information, bah, là, on se retrouve avec un autre problème, avec l'avènement de l'intelligence artificielle de fabrication de contenu. Mmh. C'est-à-dire que comme on n'a pas réglé la responsabilité des plateformes qui permettent de Mmh. diffuser n'importe quoi, et bah, quelqu'un qui peut fabriquer n'importe quoi, peut le diffuser à n'importe qui. Mmh. Et en fait, le vrai problème est là. Le vrai problème, c'est pas qu'on puisse faire dire, n'importe quoi à Macron ou qu'on puisse mettre le pape en doudoune blanche, comme un rappeur. C'est pas ça le Mmh. problème. Le problème, c'est qu'on peut le diffuser. Et donc en réalité, on se retrouve là avec un truc qui devient en plus en période électorale, avec, 4 000 000 de personnes qui vont voter cette année, enfin, dans le monde, hein. On Mmh. a, l'Inde, 1 000 000 de personnes, l'Indonésie, ça doit être 600 millions, les États-Unis, 350 millions, Mmh. l'Europe, 450 millions, si mes chiffres sont pas trop mauvais. Mmh. Déjà rien que ces 4 scrutins-là, ils vont changer la face du monde.
Bon, je parle pas des Russes qui votent aussi, hein, visiblement, on a déjà des C'est résultats, mais ils votent quand même. mmh, Mais il y a encore 300 millions de personnes qui votent du coup. Donc ça fait quand même énormément de gens qui vont se présenter aux urnes et qui, pour se faire leur opinion sur les choses, pour décider mmh, de leur vote, ils vont aussi utiliser ces réseaux sociaux sur lesquels il y a pas de contrôle éditorial et si ces réseaux nous amènent la liberté et si la liberté, c'est génial, il faut pas se tromper. Ce qui fonde une démocratie, c'est pas que la liberté, c'est aussi la responsabilité de celui qui parle. mmh. Un Ouais, endroit dans merci de lequel on peut d'éclaircir accuser ce sans point. preuve, c'est pas une démocratie, c'est un procès Mmh, stalinien et je pense qu'il faut qu'on se rende compte que, sous couvert de démocratie et de liberté de parole sur les réseaux, en fait, mmh, on nous habitue à une forme de dictature, de l'accusation, sans preuve, et en fait, on 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 change très profondément la structure de nos sociétés. La charge de la preuve, c'est fondamental dans une démocratie. mmh, Celui ou celle sur qui repose la charge de la preuve, c'est ce qui fait beaucoup plus que le niveau de liberté d'une société, sa réelle démocratie, quoi. mmh. Avant qu'on parle d'anti-fake news, AI, avant qu'on passe sur une, série de questions, aussi sur les biais cognitifs, j'aimerais te poser comme cette question, c'est quoi une bulle de filtre? Ah, une bulle de le concept des bulles de filtre, ça a été théorisé par un chercheur américain qui s'appelle Eli Pariser. Hem, j Tout de suite, je te dis qu'il a des détracteurs. Il y a des gens qui croient pas au concept de bulle de filtre. Il y a même des chercheurs français assez sérieux, qui croient pas du tout, au concept de bulle de filtre. Moi, mon travail, mes expérimentations et mon orientation, dans mes recherches me montrent plutôt que ça existe. Le phénomène des bulles de filtre, c'est un phénomène d'enfermement intellectuel et idéologique qui est lié, à la manière de s'informer. En Mmh, gros, quand on s'informe sur un réseau social, on va plutôt nous montrer des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. C'est un peu le mmh, cas de notre manière de nous informer d'une manière générale. On achète rarement, Le Figaro et Libération quand on va au kiosque le matin. Mais, ce qui se passe dans ce phénomène de bulle de filtre, c'est un triple action. On te mmh, montre des choses que tu crois déjà un peu, donc tu as l'impression que c'est à peu près normal et on te montre des choses de plus en plus radicales. Heu, le deuxième effet, c'est que on ne te montre que des gens qui pensent comme toi. mmh, Heu, oui, parce que comme toi, tu penses, grosso modo, on va prendre un exemple, on va dire: «Voilà, moi je pense que la terre est plate», l autour de moi, je ne vais voir que des gens qui pensent que la terre est plate et donc plutôt que de remettre en cause cette conscience ou cette idée que la terre est plate, comme on le ferait, dans une confrontation intellectuelle normale, je vais plutôt avoir tendance à me renforcer dans cette croyance parce que je ne vois que des gens qui pensent comme moi et donc tout ça me semble très normal. Ce sont mes convictions, donc c'est normal que je me radicalise, et en plus tout le monde pense comme moi. Donc mmh, finalement, c'est qui ces cons qui pensent pas comme moi là, hein? Voilà mmh, et là, il y a un troisième truc qui vient jouer, c'est qu'on est un peu radicalisé contre nos propres croyances. On est emmené sur un chemin de traverse et à la fin, on ne supporte plus du tout une quelconque forme de contradiction de ce à quoi on va être mmh. confronté. Et Intéressant ça, ça. ça joue de Ouais. manière très fort dans les phénomènes de bulles de filtre. C'est Mmh, pas tant enfin, le problème de la bulle de filtre, c'est pas seulement le fait qu'on ne va voir que des choses qu'on croit déjà et qu'on va se faire un peu enfermer intellectuellement, c'est aussi que cet enfermement et l'illusion qu'on a raison parce que tout le monde pense comme nous, fait qu'on ne supporte plus les idées des autres. Et ça, encore une fois, quand on vit en société, là, ça pose mmh. un vrai problème. Ça me parle ce que tu dis, en communication non violente, on dit, entre être heureux ou avoir raison, il faut choisir. C'est Marshall Rosenberg qui dit ça, l'inventeur de la C'est vrai CNV. aussi quand tu as des enfants, je te confirme. Il y a ça et puis, hem
Voilà, désaccord ne veut pas dire désamour. On peut être Non! d'accord qu'on n'est pas d'accord, ça nous fait déjà un point commun et puis voilà, c'est ça aussi l'échange et Ouais, mais tu vois, c'est tout de suite, tu dis désaccord ne veut pas dire désamour. Le problème, c'est que sur ces plateformes, on n'est pas d'accord ou pas d'accord. On like. mmh, oui. Beh, mais en fait, du coup, c'est Ça dit si quoi on ça? like pas, ça veut Ouais, dire que quelque part, on n'aime pas. ouais. C'est plus C'est le même intéressant rapport ce aux autres. paradoxe-là. Bah Ouais. oui. En réalité, le rapport est complètement différent, d'aller Mmh. chercher l'approbation, ou d'aller chercher l'affection. Mmh. Like ou dislike, ça dit quoi finalement aussi de ces plateformes? Bah, ça dit que, elles ont compris comment jouer sur nos émotions et que, Mmh. quand on a réussi à comprendre ça, on a compris plein de choses sur les êtres humains et vu que ces plateformes sont des entreprises privées qui veulent gagner de l'argent et que leur manière de gagner de l'argent, c'est de comprendre les êtres humains, bah, qu'elles ont un peu un temps d'avance Mmh. et qu'il est temps qu'on se réveille. On va parler de cette émotion, la peur, qui est aussi, au cœur du sujet. Heu, Avant ça, Thomas, c'est quoi au fond l'avantage de créer un avatar multilingue? D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui me parles, Thomas, là, ou pas? Ouais, c'est vraiment moi, mais d'une manière générale, tous les mots prononcés par mon avatar sont humains. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, à force de vider la mer à la petite cuillère ou d'essayer, bah, j'ai décidé de m'associer avec des gens, Mmh. qui font pas du tout la même chose que moi d'habitude. Donc là, en l'occurrence, des publicitaires, une agence de création, parisienne qui s'appelle Brainsonic et qui m'aide, dans ma lutte contre les fake news en me créant une solution technique qui permet Mmh. de faciliter la production de vidéos. En gros, on a entraîné une machine à reproduire un faux Thomas Huchon en deepfake, donc en ordinateur, quoi. Donc Oui. il bouge comme moi, il parle à peu près comme moi, et donc nous, on tape du texte, on enquête, on fait une chronique, on l'envoie à une solution logicielle et cette solution logicielle nous pond une Mmh. vidéo. Comme si on avait tourné une chronique dans des conditions ultra professionnelles, lumière, fond vert et tout. Et nous, après, on récupère cette chronique et on en fait un petit montage qu'on poste sur les réseaux. L'idée, c'est de venir répondre dans un temps beaucoup plus rapide et avec un coût, beaucoup bien moindre, aux messages de désinformation qui circulent sur les réseaux. C'est de résoudre 3 équations qu'on n'arrive pas à résoudre pour l'instant. Le premier, c'est la temporalité. C'est-à-dire que souvent, quand on vient répondre à une fake news, on arrive 3 à 4 jours après et Mmh. la force des algorithmes, fait qu'on n'arrive pas du tout à se mettre dans la temporalité de la diffusion du mensonge et donc que, ça marche pas. Le deuxième, c'est le coût. Fabriquer du contenu, ça coûte très cher et vu que les gens sont pardon. Fabriquer du contenu, ça coûte très cher et vu que les gens sont de moins en moins enclins à payer pour s'informer et encore moins à payer pour lutter contre, enfin, avoir de l'info contre la désinfo, Ouais. et beh, il fallait bien résoudre cette deuxième équation et la troisième, c'est, bah, que cette intelligence artificielle qui est là devant nous, elle va pas s'en aller Mmh. et donc il faut comprendre comment ça marche. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour être capable de se protéger, pour être capable de faire de la pédagogie, pour être capable d'expliquer et d'éviter les pièges. Mmh. Moi, je crois qu'on s'est fait avoir ces dernières années dans tout un tas d'histoires, politiques, numériques, parce qu'on ne savait pas que ça pouvait exister. Donc, le fait d'être un peu aux premières lignes et de surveiller ce qui se passe, bah, ça permet aussi de détecter plus rapidement les potentielles manipulations. Donc voilà, Anti-Fake News AI, c'est le média, sur les réseaux qui cherche à lutter contre la désinformation avec un faux journaliste. Et donc voilà, je précise que ce projet, je le mène aussi avec mes étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po, OK. qui fabriquent aussi, du contenu pour Anti-Fake News AI et qui enquêtent et Mmh. qui écrivent, sur ces sujets, Génial. pour essayer de mettre un peu en place un truc de transmission aussi entre générations. Mmh.
et heu Ouais, c'est captivant. et voilà, et donc on tente un truc, on verra jusqu'où ça va nous mener, Mmh. et pour l'instant, on a donc du debunk, c'est-à-dire de la déconstruction de théories du complot. On va faire un petit journal de la perturbation, par l'IA, où on va Mmh. raconter un peu les différents trucs qui se passent. On va sortir demain une vidéo sur, Nota Bene, ce youtubeur, OK, historien qui s'est fait usurper son identité, sur OK. TikTok, Mmh par mh. par une IA. Donc on va raconter son histoire pour mettre un peu en garde aussi là-dessus, Mmh. et on fera un truc qui est une espèce de revue de tweet un peu originale, mais j'en dis pas plus parce que le projet n'est pas encore, totalement finalisé. Hâte de suivre, ces aventures et puis j'invite toutes et tous à te suivre sur, Instagram et LinkedIn pour voir l'envers du décor, pour voir, comment a été construit cette IA, pour voir l'impact, pour voir l'utilité par rapport à la désinformation. Vraiment, allez-y, allez découvrir ça, c'est vraiment passionnant et puis on sait que la peur, c'est au cœur effectivement de cette, industrie. On parle même d'usine, à trolls parfois et cetera et mais en quoi la peur, c'est un outil de manipulation? C'est quoi la La mécanique du cerveau à ce niveau-là? la peur a toujours été un des carburants de la manipulation, déjà pour tous Mmh. les grands totalitarismes, hein, de l'histoire de l'humanité. Hem, En fait, quand on a peur, enfin, comment dire? On va le faire plus simplement. Le cerveau humain a du mal à gérer en même temps la réflexion et les émotions. Et donc, quand vous êtes particulièrement, ému, ou en tout cas quand votre cerveau a un peu basculé sur le modèle émotionnel, bah, c'est Mmh. très difficile de réfléchir correctement. Et donc, si on arrive à jouer sur vos émotions, et ben, quelque part, on va vous empêcher un petit peu de réfléchir. Et quand on arrive à vous empêcher un petit peu de réfléchir, d'empêcher d'utiliser la Mmh. totalité de la capacité de votre cerveau, et ben, on se met dans la possibilité de vous manipuler. On vous rend moins intelligent, et donc comme vous êtes moins intelligent, et ben, même si on n'est pas intelligent nous-mêmes, on se remet un peu à niveau par rapport à vous. Heu, Mmh. Quelles sont les émotions les plus faciles à déclencher? Bah, on dirait c'est peut-être le rire, mais en réalité le rire c'est assez difficile, et puis ça peut tomber à côté. Oui. Par contre, la peur, tout le monde a constaté que la peur était un phénomène, plus «facile à partager» entre guillemets, et plus facile à mettre en place. L'un des meilleurs exemples de tout ça, c'est le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Mmh. Dans Les Dents de la Mer, Ça parle à tout le monde. il se trouve que Spielberg, tourne donc ce film dans lequel un requin, mange des gens sur une plage, enfin dans l'eau au large de la plage, et pendant tout le tournage, on lui fabrique des requins en carton-pâte, et ils sont pourris. Mmh. Ils sont vraiment pourris. C'est-à-dire que s'il les met à l'image, personne n'aura peur et ça ne marchera jamais, et donc son film va être un échec. Et il a une idée à un moment qui est pour jouer sur les émotions des gens, bah, Mmh. d'utiliser la musique. Et donc il utilise ce truc de Mmh mh. tu Tudu, voilà, hein, c'est John Williams qui a fait la musique et tout, Mmh. et en fait, il en vient à filmer de nuit en caméra subjective des algues sous l'eau. Ça ne fait pas peur, ça ne peut pas faire peur, mais dès qu'on entend la musique, on est tétanisé, on est persuadé qu'on va Mmh. se faire bouffer par le requin. Et donc il illustre en fait très, très bien le fait que quand on arrive à jouer sur la peur des gens, bah, on les empêche un peu de réfléchir. Parce que si on était en capacité de réfléchir, on dirait: «Ouais, c'est bon mec, tu m'as filmé 12 minutes d'algues sous l'eau de Mmh. nuit, on ne voit rien, Oui, laisse à d'autres. tomber, ça ne marchera Ouais. pas quoi». Enfin voilà, Mmh. hein. Mais non, il y a cette musique, et donc Mmh. lui, il avait compris pour des raisons de fiction, mais il y a tout un tas de gens qui l'ont compris, en politique notamment, hein, et tout au long, de l'histoire, récente et moins récente de l'humanité. La peur, c'est un super déclencheur. Mmh. En neurosciences, c'est quelque chose qui mobilise énormément le cerveau. Il y a même les Guignols de l'info qui disaient que voilà, la peur, c'est le meilleur des déclencheurs d'achat. On voit, aujourd'hui Mmh. tout un courant, heu, de gens qui sont persuadés qu'il va y avoir quelque chose d'absolument dramatique et d'horrible en cette année 2024, et donc qui poussent les gens
à construire des abris anti-atomiques, à acheter des rations de nourriture. À l'appui de ces discours, ils viennent nous dire: «Ah mais tu vu que Mark Zuckerberg s'est fait construire un truc en Nouvelle-Zélande pour 50 millions, lui il doit savoir, hein, donc il faut avoir peur, il faut te protéger», hein et voilà, c'est aussi là-dessus que jouent les religions. Hein, Mmh. la peur du châtiment divin, la peur de la non-résurrection, la peur de l'enfer, donc qui doit nous motiver à avoir des comportements, vertueux sur terre, hein, sinon on ira en enfer. Donc il y a ce truc de la peur, ça a toujours marché, hem et hem et même quand on grandit avec l'idée qu'on sera quelqu'un de progressiste et d'humaniste et tout ça, et qu'on a des enfants, et bah, assez Mmh. rapidement, tu comprends que, le chantage et et la peur Mmh. sont les seuls trucs qui marchent vraiment et que si tu menaces pas ton gosse, de le priver de dessert, bah, il mangera jamais ses petits pois, quoi. Donc Ouais. à tous les niveaux, ça marche et c'est terrible, hein, quelque part, de constater à quel point ça marche bien. Mmh. Et y compris quand on essaye d'avoir ouais, des solutions humanistes, dans nos Mmh. notions, pédagogiques ou éducatives, hein. Mais je crois qu'effectivement la peur, c'est, ça a marché à toutes les époques, ça marchera à toutes les époques et cette année 2024, on va chercher à faire peur aux gens, heu, pour que pour qu'ils votent, quoi. Mmh. Ouais, merci Thomas d'avoir clarifié ça. Je pense que c'est très important et on s'attache aux mécanismes humains aussi dans Dialogue humain, donc c'est important de pouvoir les décrypter, notamment avec des personnes comme toi. Le 26 octobre dernier, on a parlé d'IA, par rapport aux fake news. Si je me souviens bien, c'était pas trop ta tasse de thé. Je me suis autorisé à te poser une question Ah ouais, non, là-dessus et puis aujourd'hui, voilà, tu es aussi précurseur là-dessus. ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement pour toi là-dessus? Ben, c'est assez rigolo. Moi, je suis un tech sceptique, donc je doute de beaucoup de choses sur la technologie et la technologie m'inquiète plus qu'elle ne me rassure. Je crois même que je vous avais sorti le truc de Terminator en disant que, Tu l'avais dit. voilà, j'attendais Schwarzenegger qui allait me dire: «Casse la machine parce que les robots vont prendre le pouvoir». Il se trouve que, quelques semaines avant cette rencontre avec toi, et d'autres à Plumeur-Bodou, bah, j'avais organisé moi, enfin j'avais animé une conférence dans laquelle, il y avait un des principaux spécialistes français de l'IA qui est Mathieu Cruc de Mmh. Brainsonic, avec qui je Ouais. travaille depuis et c'est un peu comme dans une comédie romantique américaine, tu vois? Au début, ils se sont vraiment détestés, et puis après ils ont discuté et puis à la fin ils sont tombés amoureux, alors on n'est pas tombés amoureux mais c'est un peu mon nouveau meilleur copain Mathieu quand même. Mmh. En gros, il m'a convaincu avec des arguments et quand on travaille sur l'esprit critique et les biais cognitifs, c'est pas mal, d'être convaincu par des arguments. Enfin, en tout cas, c'est pas mal que Mmh. ça soit encore possible d'être convaincu par Ouais. des arguments qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Bah, il m'a expliqué que l'IA, c'était un outil et que de ne pas l'utiliser, bah, c'était, probablement prendre plus de risques de se faire avoir que de l'utiliser et Mmh. donc on a discuté pendant cette conférence, j'étais pas d'accord du tout et quelques semaines plus tard, ça me faisait réfléchir toutes ces conneries et je le vois lui publier sur LinkedIn une vidéo dans laquelle il parle et je Mmh. regarde cette vidéo et je me dis: «Mais qu'est-ce que c mais c'est pas lui. En fait, c'est pas lui qui parle, putain. En fait, c'est un avatar, c'est un deepfake» et le résultat, il était mais ultra bluffant, mais ultra bluffant et donc je lui ai écrit, je lui Mmh. dis: «Mais attends, c'est ouf ton truc là, tu veux pas m'aider à créer plein de Thomas Huchon virtuels pour s'attaquer aux fake news?» Et il m'a dit: «Ah, c'est une super idée, c'est génial et tout» et donc du coup, on a commencé à travailler ensemble et donc moi, je suis pas devenu du jour au lendemain un pro IA. Je suis Mmh. devenu, en fait, je me suis souvenu de pourquoi on avait raté la lutte contre la désinformation. Bah, parce que les journalistes professionnels, les grands partis politiques, les grands médias, les gens sérieux, grosso modo, bah, on n'avait pas voulu aller sur internet.
On n'a pas voulu aller sur internet, on n'a pas fait de blog, on n'a pas fait de site. Du coup, on n'a pas vu arriver les réseaux sociaux, on n'a pas compris les réseaux sociaux, on n'a pas vu YouTube et Dailymotion et les partages de vidéos. On a raté ce truc-là aussi. Heu et je me suis dit: «C'est pas possible de recommencer la même connerie». Mmh. Là, il y a l'IA, il faut y aller. Il faut y aller, il faut en faire et il faut voilà. Avec encore une fois cette idée que, de faire, ça permettrait de déconstruire les trucs des autres aussi. Et donc là, maintenant, ouais, on commence à être en capacité de non pas d'utiliser l'outil, pour détecter parce que c'est il y a pas vraiment d'IA qui permet de détecter les faux contenus, Mmh. mais de repérer, à force de les utiliser, les petits défauts des IA et donc de repérer quand c'est fabriqué par une IA. Mmh. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on Intéressant. fait Les avec signaux Mathieu fins. Truc? On travaille ensemble pour fabriquer une solution numérique, logicielle, qui permet de passer très rapidement d'un texte à une vidéo. Et donc maintenant, moi, j'écris mes Mmh. chroniques, je les envoie. Le texte est récupéré par ChatGPT, non pas pour modifier le fond des choses, mais pour modifier une dizaine, une quinzaine de mots dans la chronique et les passer en phonétique. Parce Mmh. que la machine, elle est très forte, elle sait très bien faire Thomas Huchon, mais le français, c'est dur. Et donc, il y a Mmh. des mots qu'elle a du mal à prononcer. Et donc, pour casser ce côté prononciation robotique, eh bien, on lui donne de la phonétique. Donc, Mmh. on a entraîné ChatGPT qui a reconnu un certain nombre de formules comme problématiques et qui les modifie en phonétique et qui là, lui, l'envoie à Agen, qui est la solution logicielle qui fabrique l'avatar, et derrière, allez, entre le moment où moi j'envoie la chronique et le moment où on récupère la vidéo, il y a 15 minutes, quoi. Mmh. Donc ça Intéressant. dépasse complètement, en termes de productivité, de capacité de fabriquer, ça dépasse tout ce qu'on a pu connaître avant. Et et là, pour le coup, c'est le point, fondamental de ce projet, c'est que c'est un projet d'information. Donc c'est un projet qui est mené par des journalistes, avec des vrais humains. Mmh. Et donc les mots utilisés par cet avatar sont écrits par des humains. Et donc c'est pas une aide à la réalisation et à la fabrication, c'est une aide à la production de vidéos. Donc c'est un outil qui me Mmh. permet de passer, plus vite, les étapes de la fabrication et donc pour moins cher et qui permet de faire autre chose avec cet argent, le peu d'argent qu'on a pour, fabriquer de l'info aujourd'hui, Mmh. parce que c'est vrai qu'on manque de moyens pour le faire. Et ben, il sert à faire de l'enquête Mmh. Du et terrain. plus à faire de Mmh. en gros, à un moment, fabriquer des vidéos dans les conditions de la télé professionnelle ou d'Hollywood pour les regarder sur un putain d'écran qui fait 4 centimètres sur 4, ça n'a aucun intérêt. Mmh. Et en Ouais, je plus, ça comprends. faisait en sorte qu'on arrivait systématiquement trop tard. Donc ça ne peut pas marcher, et donc on essaye de changer un peu la donne et de travailler différemment. Et voilà. Mmh. Et je dirais que c'est aussi un basculement pour un autre truc pour moi. C'est que je pense comme beaucoup de journalistes, j'ai plutôt fabriqué l'information que je voulais consommer moi, comme moi je voulais la consommer. Mmh. Et et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est là-dessus, j'entends le reproche fait par tout un tas de Français aujourd'hui qui disent que l'information ne leur ressemble pas et ne leur correspond pas. Mmh. Hem, Bien sûr qu'il faut essayer de tirer les choses vers le haut. C'est que je vais pas me mettre à faire des fautes d'orthographe et à parler n'importe comment, je vais continuer à parler un bon français, à faire attention à tout un tas de choses et tout. Mais en réalité, il faut regarder comment les gens consomment de l'information et fabriquer de l'information pour eux. Donc Mmh. là, bah, j'ai même accepté d'avoir cette discussion avec ces Ouh, pardon. Là, j'ai même accepté d'avoir cette discussion avec ces publicitaires, de Brainsonic pour qu'ils me conseillent sur la manière d'écrire. Mmh. Et Ouais, j'accepte, donc en comme fait. quoi ouais, J'accepte, c'est dans ouais, une mais démarche parce que je crois que d'évolution c'est réflexive. oui, mais en fait, c'est surtout en fait, c'est des codes, quoi.
C'est, il Mmh. te faut une phrase d'accroche très forte, c'est il faut du contenu vidéo Ouais. très vite, c'est il Mmh. faut, parler de cette manière-là, il faut, non pas t'adresser comme un journaliste à un public, mais comme un influenceur à une communauté. Il faut que tu crées du lien avec les gens et tout, ce qui est totalement Mmh. contre-intuitif, pour un journaliste. Et en réalité, moi, d'un point de vue personnel, c'est pas totalement contre-intuitif. Mmh. C'est que c'est je pense que le rôle, le côté un peu influenceur au sens, noble du terme, me convient bien en fait de par ma personnalité. J'ai ce Complètement. Je côté-là, pense que je j'aime peux bien ce confirmer ça. côté hâbleur, ce côté tchatcheur et tout. Non, mais c'est vrai que Ouais. il y a quelque chose qui finalement, c'est bizarre que Mmh. j'accepte enfin de créer un média social, où c'est pas moi qui parle. Mmh. C'est qu'en fait, peut-être que c'était ma meilleure arme pour, dans mon combat, j'ai jamais voulu l'utiliser. Je me suis Et ça y privé est. de ma meilleure arme. Non, mais c'est drôle, hein, la vie, c'est voilà, mais donc c'est un projet qui même philosophiquement, me pousse moi à remettre un peu en cause un certain nombre de choses et Mmh. notamment la dernière chose qu'on remet même très franchement en cause là-dessus, c'est que, les fake news que j'ai traitées moi depuis des années, c'est plutôt des fake news d'ordre politique, et qui me semblaient importantes quand elles sortaient du cadre du numérique. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je traitais surtout les fake news quand ça arrivait, dans les journaux de BFM, pour faire Mmh. un schéma un peu bizarre. Là, non, plus du tout. Là, la dernière vidéo qu'on a sortie sur Anti-Fake News AI, sur les Chiliens qui peignent leur toit en bleu pour se protéger des incendies dans la région de Valparaiso et Viña del Mar, parce qu'ils sont persuadés que les incendies sont faux, fabriqués par des lasers extraterrestres, aux mains de la NASA et de la CIA. Bah, ce truc, on n'en parlera jamais dans les grands médias. Par contre, ça fait des Mmh. buzz de fou furieux sur TikTok. Et donc, moi, ma manière de choisir un sujet, elle a changé aussi. C'est que j'ai changé ma manière d'écrire, j'ai changé ma manière de travailler et je change ma manière de choisir les sujets sur lesquels je travaille. Mmh. Donc c'est beaucoup de changements, philosophiquement pour moi. Et puis voilà, et puis c'est accepter le fait que, Mmh. quelque part, on a perdu la bataille contre les réseaux. Ça, c'est le nouveau carrefour de l'information. Et donc, il y aura pas d'autres carrefours, en tout cas pas maintenant. Et donc il faut aller dessus pour s'exprimer. Mmh. Et il faut y aller, il faut fabriquer du contenu et Mmh. on n'a pas le choix, en Ouais, fait. produire. Ouais. Voilà. Mais ça n'empêche que, il faudra les réguler aussi. Donc ce double combat, je continuerai à le mener mais j'ai pas l'impression, moi, de perdre ma légitimité à critiquer Instagram en faisant un compte sur Instagram. Mmh. Paradoxe. Le monde est fait de paradoxes, donc c'est intéressant Oui, aussi oui, mais on est tous d'entendre faits de ça. En tout paradoxes cas, de toute on façon, est tous faits de paradoxes. non, mais moi je parle d'esprit critique et de cerveau toute la journée et je passe pas le Mmh. sel de la main à la main, tu vois? Mmh. J'ai moi aussi des superstitions. Bah, on va parler justement de l'humain un peu, pour terminer le podcast, un peu de toi, Thomas. Comment est-ce que toi tu fais pour gérer ton énergie? C'est une très bonne question. Moi j'ai 2 enfants en bas âge. J'ai un Mmh. enfant de 3 ans et un garçon de 3 ans, une fille d'1 an. Donc Mmh. l'énergie, c'est une notion, importante et Oui. un peu trop rare, dans mon expérience de ces dernières années. Non, mais grosso modo, moi je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais et donc du coup, j'ai un espèce de truc totalement contraire à l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que quand je Mmh. m'intéresse à quelque chose, je m'intéresse mais comme un fou, à ce Mmh. sujet. Hem, Par exemple, tu vois, moi je fais beaucoup de mixologie. Je fabrique des cocktails, voilà. Des OK. cocktails très je fais très attention, je fabrique des sirops, je fabrique des tas de choses comme ça, je cuisine, je fais des trucs, et je suis très passionné par tout ça. Hem, mais heu, mais du coup, moi, mon énergie, elle vient de ma passion, pour les Mmh. choses et puis malgré tout, parce qu'on vieillit un peu, bah, j'essaye de faire plus attention. Tu vois, j'ai fait Dry January, je cours Mmh. beaucoup, je fais du J'ai vu running, ça. Ouais. et Tu bah, partages sur là, tu vois, Instagram aussi.
J'ai passé, ce week-end, j'ai passé les 350 kilomètres parcourus en 2024. C'est pas mal, hein, on Mmh. est que le 11 mars, hein, donc ça court un peu quand même. Voilà et après moi, ma manière de gérer mon énergie, ouais, c'est ma passion pour les choses et pour les gens. C'est que c'est aussi ouais, c'est un intérêt pour le monde, et pour ce qui se passe autour de moi. Mmh. J'ai jamais eu besoin de dormir énormément. Au contraire, le sommeil, ça a toujours été Ouais. un peu dur à venir. Justement, je pense que je suis trop vieux pour avoir été diagnostiqué, mais que je suis un peu, attention disability disorder, quoi. Tu sais, le truc des Mmh. hyperactifs, là. J'ai un peu ce côté-là. Mmh. Tu sais, je suis le genre de mec qui a la jambe qui tremble, sur le TDAH. canapé, quand il regarde la télé le soir et tu regardes, tu dis: «Non mais ça suffit, tu me casses les couilles là, arrête de bouger». Voilà, mais non, moi ouais, j'ai un peu ce truc-là OK. et tant que je l'ai, Mmh. je continue. On verra, combien de temps ça dure. Pour l'instant, ça va, j'ai 43 ans cette année, ça tient encore. Mmh. Pour changer, Ça commence qu'est-ce à qu'on être un peu devrait blanc tout ça. apprendre de nouveau, aux enfants à l'école? Comme matière, comme enseignement? Bah, moi, je rêve qu'on institue dès l'école primaire, mais dès, peut-être pas le CP, mais CE1, CE2, Mmh. des notions de décryptage de l'information. Décryptage. En fait, Ouais. je pense alors, le vrai terme, hein, c'est, en anglais, ils disent media literacy, donc en Mmh. français, on appelle éducation aux médias. Je pense que c'est ça. En fait, la matière du futur, c'est ça. Parce Mmh. que, nos manières de nous informer, nos manières d'accéder à la connaissance, nos manières de consommer, nos manières de nous relier aux autres, nos manières d'être en lien avec les administrations, tout Mmh. ça va être numérique. Et donc, on Mmh. ne pourra pas faire l'économie d'une éducation aux médias et au décryptage de l'information. En fait, c'est très intéressant. Quand on dit qu'on est tous victimes à un moment ou à un autre d'une fake news, une fausse information, bah moi j'ai été victime d'un truc comme ça dans un cadre très, comment dirais-je, très institutionnel. J'ai créé une auto-entreprise, d'accord, Mmh. comme tout un tas de Français. Et il se trouve que quand on crée une auto-entreprise, il y a des dispositifs d'aide. Parmi ces dispositifs d'aide, il y en a un qui est une exonération de charges sociales pendant la première année d'exercice. Ça s'appelle Mmh. l'ACRE. C'est super. Oui. Il se trouve que, moi, j'ai fait ma démarche, que bon, il y a eu comme souvent dans les trucs administratifs, un ou 2 petits bugs à l'allumage et tout et que il a fallu un peu plus de temps que d'habitude pour que j'aie mes numéros, d'identification Mmh. qui permettent de faire les démarches ensuite. Ce fameux dispositif d'exonération, il était, prévu pour que tu le fasses dans les 9 premiers mois de l'existence de ton auto-entreprise. Ce truc a changé au 1er janvier 2023. Il faut le faire dans les 45 jours qui suivent la création de l'auto-entreprise. C'est intéressant pour les auditeurs qui ont des Ouais. auto-entreprises. Très bonne Et ben information. moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans Google, j'ai tapé Acre, machin et je suis tombé sur le site officiel de l'URSSAF, dans lequel il y avait la manière de faire la démarche. Il se trouve que sur ce truc, il disait qu'on avait 9 mois pour faire la démarche, donc moi, j'ai eu mon numéro au bout de 55 jours et il faut 45 jours, donc bon, je me suis dit: «Ah bah 55 jours, c'est bon, ça fait 2 mois, je suis dedans». Ouais. Donc je fais la démarche et là, les mecs me disent: «Non, ça marche pas et tout» et en fait, je découvre au bout du compte après, 69 recours administratifs et tout, que le 1er résultat qui sort sur Google, c'est bien Mmh. la page officielle de l'URSSAF, mais c'est une page qui date et qui est plus Waouh! valable. OK. Et donc c'est une fausse information au sens clair de ce Oui, qu'on au peut sens, voilà clair du et en terme. fait le bon lien, c'est le deuxième ou le troisième lien et moi qui suis Mmh. pourtant l'expert de la lutte contre machin et tout, bah, j'ai pas cliqué sur le deuxième ou le troisième lien. J'ai Si trouvé ça un lien qui t'arrive, était le ça site peut arriver à officiel de n'importe l'URSSAF qui qui. donnait des consignes administratives Eh oui. très chiantes et très Oui. compliquées. Je me suis dit: «Ah bah, ça, c'est fatalement le vrai site, hein. Ça a l'air impossible à faire, ça doit être le vrai site», et en fait, c'était pas bon. Et donc, je Mmh. me suis, moi, retrouvé dans un truc, mais là, tu vois, on est vraiment dans un truc qui est à la fois de l'information, une démarche administrative, C'est fou. et donc si tu n'as pas, de leur côté à eux, une Ouais. forme de nettoyage régulier des pages et tout, ce qui serait pas mal, après tout, hein. Mmh. Donc à la fin, ils ont quand même reconnu qu'ils avaient un peu tort et donc j'ai quand même réussi à voir un peu le truc, enfin bon.
Mmh. Mais du coup, ça montre bien que, y compris dans nos démarches, simples, enfin simples, non, dans nos démarches, essentielles de la l face à l'administration, on va être sur des situations comme ça, où des fausses infos peuvent là aussi nous poser problème et donc si moi, the spécialiste de la lutte contre la désinfo, je me fais niquer par une fake news sur le site de l'URSSAF, je pense que ça veut dire qu'il y a du boulot. Non, mais je pense surtout que ça veut dire que la comprendre cet espace dans lequel nous allons faire de plus en plus de choses est essentiel et que si on Ouais. ne comprend pas, on ne pourra pas faire société, on ne pourra pas résoudre les problèmes qui vont nous être posés et donc c'est Mmh. fondamental que les plus jeunes y soient amenés très vite et en même temps, il À faut décrypter. pas qu'on amène ces gamins là-dessus sans leur donner des livres. Parce que Mmh. c'est ce que montre aussi tout le travail de Michel Desmurget, de tout un tas d'autres gens, Ouais. c'est que ces outils sont un problème pour les plus jeunes, et que la seule manière de développer l'esprit critique et de développer le cerveau, c'est justement de lire des livres et de On lire va des parler des livres livres par justement, plaisir. Thomas. Mmh? Ouais. On va parler des livres justement ensemble là, on va aller ensemble sur une série de questions, à réponse rapide, si tu es OK. Sur la Je suis fin super chaud. pour conclure ensemble. Très Déjà bien. pour toi, ce serait quoi la musique de la BO de ta vie? C'est dur, j'aime trop la musique. Heu, Je sais ça, c'est un Thomas. peu le truc de si t'emmenais un seul disque, sur une île déserte, allez, Kind of Blue, Miles Davis, Mmh. l'album en entier. Super classique. Demain tout Impossible de brûle? de de découper. Ouais. Demain, il y a tout qui brûle. Ta famille est en sécurité. Tu peux emmener un seul objet avec toi, c'est quoi? Bah, tiens, je te le montre. Mmh. Un Ton carnet. Alors, carnet c'est 2 objets parce qu'il avec faut un tes stylo. enquêtes. Ah Ah, oui, c'est pour écrire, ouais, en fait. C'est un carnet, ouais, c'est ils sont fabuleux ces carnets, en plus. C'est vraiment, mais ouais, j'ai le mien à côté un aussi. carnet pour écrire. Ouais, OK. Si tu emmènes 3 livres sur une île déserte, à lire pour le reste de ta vie, tu as que ça, c'est quoi? Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. L'armée des ombres de Joseph Kessel Mmh. et ah! Tiens, je l'ai jamais lu, en livre, mais Le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Génial. J'en rajoute un, ce serait vraiment, anti fake news. Je vous conseille vraiment d'acheter le livre de Thomas. Il est vraiment vraiment incroyable mais merci pour ces 3 exemples de livres, Thomas. Tu as un film ou un documentaire préféré? Alors, documentaire préféré, ouais, c'est William Carell, CIA Mmh. Guerre secrète, exceptionnel. Mmh. C'est pas celui sur la Lune, c'est vraiment, moi, c'est celui qui a changé ma manière de voir le documentaire et Mmh. un film, Le Péril jeune de Cédric Klapisch. Excellent. Si tu avais une question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent parce qu'ils, prennent un temps de réflexion sur eux-mêmes, peut-être sur la société, leur activité, voilà, sur tous les sujets dont on a parlé ensemble aussi aujourd'hui, ce serait quoi la question que tu as envie de leur poser pour prendre du champ? Ouais. Qu'est-ce qui fait que vous allez douter de quelque chose? Qu'est-ce qui fait que vous allez douter de quelque chose? Question gratitude, Thomas, au regard de ton chemin parcouru là, à qui est-ce que tu aimerais dire merci et pourquoi? Il peut y avoir plusieurs personnes? Bien sûr. Alors en premier mon grand-père maternel qui était un militaire, général Michel Vado. À Salvador Allende, que je n'ai pas connu, mais dont j'ai écrit une biographie et qui a c'est probablement la personne que j'ai pas connue qui a le plus changé ma vie. Mmh. Heu et je dois dire merci ouais, à ma femme Elisa qui qui est mon alpha, mon oméga et qui, j'espère pour longtemps, le restera. Mmh. Si tu devais passer un message, à l'humanité tout entière là, que tu avais la possibilité de le faire, ce serait quoi?
Lis des livres. Lisez des livres. Même des livres pourris, mais lisez des livres. La culture, ouais. Mais non, mais même, enfin, franchement, je dis un truc horrible, mais même Mein Kampf, mais lisez des livres. Lisez des livres. Touchez du papier, quoi. En fait, ça oblige à Mmh. vivre différemment. Tu nous expliques, même ce dernier livre-là, tu dirais, Bah, qu'est-ce que ça même apporte? Mein Kampf, mais je dis Mein Kampf, qui est le livre d'Adolf Hitler, qui a été la base du parti nazi et tout. Hem, Mmh. En fait, lire des livres, c'est c'est offrir à son cerveau une autre manière de réfléchir. Donc Mmh. même le plus horrible des livres, bah, ce Oui. sera mieux qu'un outil numérique, qu'on a dans les mains, 500 à 600 fois par jour. Donc Mmh. il faut qu'on arrive à se détacher de tout ça, pour y Mmh. retourner peut-être, Bien mais ce sûr. qui est certain, c'est qu'il faut lire des livres. Mmh. Ouais, j'aime bien dire que comprendre, c'est être libre. Ouais, ouvrez des livres, c'est clair. Où est-ce que j'envoie les gens, Thomas, qui souhaitent, en savoir plus sur toi, ce que tu fais, en savoir plus sur tes sujets? Bah, écoute, hein, j'ai une merveilleuse page, sur Wikipédia, donc J'ai qu'ils y découvert aillent ça. s'ils ont envie. Non, bah, Anti-Fake News AI, c'est pas mal. C'est là où moi je publierai la majorité de mon travail et sinon, moi j'ai des comptes sur les réseaux sociaux où je donne un peu mes réflexions sur le monde, ça c'est certain, mais j'annonce Mmh. surtout mon travail et voilà, je peux même répondre, si on m'insulte pas trop fort. Est-ce que tu peux me donner un mot, voilà, ou une expression, ce que tu veux, que les gens devront mettre en commentaire, voilà, pour ceux qui ont vu l'émission jusqu'au bout? Disruption. Disruption. OK. C'est un mot bizarre en français, mais c'est le en fait, c'est un peu le mantra, de Mmh. tous les gens qui bouleversent notre monde depuis 30 ans. C'est il faut, disrupter, les trucs, c mais j'aime pas beaucoup ça. Et ça me fait un peu penser à tous ceux qui disent: «Ouais, le monde est bloqué, le monde est sclérosé, Mmh. parce que voilà, il y a le droit du travail, il y a tout ça». Non, en fait, c'est bien des fois qu'on puisse pas changer les choses, et donc voilà, et donc cette idée de la disruption qui est toujours présentée de manière positive, bah, en réalité, à un moment, il faut se rendre compte que, casser en permanence les structures sociales sur lesquelles repose la société, déjà, ça oblige à en trouver des nouvelles et surtout ça oblige à s'investir pour en trouver des nouvelles. Si on laisse les choses se faire toutes seules, ça peut pas s'améliorer, quoi. Ça n'existe pas. Mmh. Donc voilà, donc ouais, disruption. Qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro-là, à qui est-ce que tu aimerais envie de passer le micro, Thomas, comme un relais ou une connexion? Mmh, tiens, c'est presque un régional de l'État parce qu'il est à Rennes, donc c'est pas très loin. C'est un merveilleux journaliste, un merveilleux auteur de livres qui s'appelle Thomas Bronek. Il travaille pour, Mmh. Ouest France. Et c'était un ancien collègue à moi et au-delà de son travail de journaliste, c'est un romancier merveilleux, Mmh. qui fait des romans d'anticipation politique et justement, il imagine un peu les conséquences à l'avenir de ces bouleversements technologiques et climatiques et donc je ne peux Mmh. que te recommander, de le faire venir à ton micro pour parler de Collapsus, son dernier bouquin, dans lequel il imagine une France gouvernée par des écologistes radicaux et ça vaut le détour. Du coup, je vais te poser la dernière question du podcast, Thomas, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, faire un pas de côté? Moi, ça correspond à une mécanique que je mets en place quasiment systématiquement quand j'essaye de m'intéresser à un sujet. Mmh. Faire un pas de côté, c'est avant tout, essayer de regarder différemment, et donc de voir des choses différentes. C'est s'ouvrir un peu sur les autres. Moi, je dirais, faire un pas de côté, c'est, le début, de d'apprendre à penser contre soi-même. On part là-dessus? En tout cas, ce sera mon dernier mot, Jean-Pierre. Je te remercie Thierry. Merci Bah, Thomas. merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup.